Site pompier, il y a des conséquences, la véritable pagaille constatée chez les personnes qui souhaitaient se déplacer tôt ce matin. À suivre à l'entame de ce journal, le compte rendu, il sera signé Younoussa Baldé et Tidiane Diop. Également, autre total que la gare routière, les Beaux Maraîchers de Pékin a démarré ses activités. Des voyageurs ont passé des heures et des heures dans la gare routière sans embarquer. Ils étaient déboussolés et dépités. Depuis 4 heures du matin, je suis là, je n'arrive même pas à avoir un car. J'ai fait tout le parcours du garage, je n'arrive même pas à avoir un bus. On me dit passe par là, passe par là, passe par là. Vraiment, on est très fatigué. Ici, vraiment, c'est pas normal. Il n'y a pas d'organisation, il faut qu'on organise, il faut qu'on engage à se discuter. Il faut discuter avec les chauffeurs, discuter avec les clients. Depuis 4 heures du matin, depuis 4 heures du matin, je suis là. J'ai mon ticket, mais je ne peux pas voyager. Ce n'est pas normal. Le chauffeur est allé encaisser son argent, mais on lui a dit qu'il n'y a pas de liquide. Transporteurs et voyageurs n'ont rien compris du nouveau système d'enregistrement. Cet homme accroché au volant de son véhicule parle d'amateurisme. La liste pour les rangs n'est pas respectée. Tous les clients se sont massés devant un seul guichet et ils ne te donnent pas aussi l'argent des bagages. Les clients sont là, mais ils ne peuvent pas partir. Non seulement si nous bagages, Débordés, les gestionnaires étaient obligés de tout arrêter et demander aux chauffeurs de retourner aux vieilles habitudes, ce qui n'a pas tout de même permis à la situation de s'améliorer. Pour une première journée, le top départ a été raté. Merci à vous, Younoussa Baldé, en compagnie de Tidiane Diop. Vous avez tendu votre micro au directeur du CETUD. Il se veut rassurant. Les usagers doivent prendre leur mal en patience. Il s'agit d'un stress et de conséquences de désagréments inhérents au premier jour de l'ouverture au public de la gare routière des Beaux Maraîchers. Voici les autres convictions du directeur du CETUD. Nous avons constaté des difficultés d'exploitation aujourd'hui pour cette première journée. Nous en convenons. Toute innovation, toute nouveauté implique des changements de comportement, des changements également de méthode de faire que nous enregistrons aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour nous, très chaleureusement, de demander pardon à tous les usagers qui sont ici présents et qui, depuis un certain temps, ont de la peine à, avoir des véhicules pour voyager. Donc, c'est tout simplement un problème d'organisation que nous allons régler dans les plus brefs délais. Il n'empêche, cela fonctionne, reconnaissons-le, mais il y a quelques dysfonctionnements qu'il nous revient très rapidement pour que tout rentre dans l'ordre dans les plus brefs délais. Nous nous y engageons très fermement ici et maintenant. Nous en parlions dès le début de ce journal, l'ouverture au public de la gare routière des Beaux Maraîchers et le transfert vers ce site des opérations de transport interurbain a des effets. Ils sont perceptibles sur les autres gares routières. C'est le cas notamment du côté de Pompiers. Désormais, le lieu est beaucoup plus aéré. C'est l'un des effets constatés par notre reporter Fatoulaye Mbaye Diop. Depuis sa création en 1963, pour la première fois, la gare routière Pompiers se vide de son monde. Tous les véhicules qui étaient dans ce vaste terrain ont regagné les Beaux Maraîchers. Place aux enfants qui créent un espace de jeu. D'autres prennent la peine de se promener en moto. Pendant que les voyageurs non informés sont surpris de voir le vide, la gare routière Pompiers n'est plus. Les chauffeurs et les véhicules sont tous partis. Des mécaniciens et autres boutiquiers, plis bagages, eux aussi veulent être recasés près de la gare des Beaux Maraîchers. Là, nous sommes désorientés. Nous savons que faire. Nous demandons à être délocalisés d'ici, comme les chauffeurs. Pour cette femme restauratrice, la vie sans la gare routière sera difficile. Je suis très inquiète. Je suis ici depuis une trentaine d'années. Mes enfants sont nés ici. Comment je peux travailler en étant très loin de la gare routière? Ce n'est pas normal. En attendant de veiller au respect de la mesure, les forces de l'ordre supervisent les entrées et les sorties de l'ancienne gare routière Pompiers.
L'autre effet de l'ouverture au public de la gare routière dite des Beaux-Maraîchers, c'est l'ambiance plutôt déserte constatée dans des sites de Grand Yoff où il était possible de prendre un véhicule pour rallier la verte Casamance. Certains transporteurs qui sont basés en Casamance déplorent l'ouverture de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Ils estiment qu'actuellement il sera particulièrement difficile pour les personnes voulant se rendre dans des villages reculés de la Casamance de pouvoir se déplacer convenablement. Zahra Aïdara. L'ouverture de la gare des Beaux-Maraîchers de Pékin ne fait pas que des erreurs. À Grand Yoff, par exemple, les 17 tableaux de départ vont devoir fermer boutique. Selon le responsable des garages de Casamance, venu de Ziguinchor, les autorités n'ont pas mesuré toutes les conséquences que cela peut engendrer. À cet endroit, hier, à la même heure, tous les clients étaient là. À 5 heures, ils ont pris départ. Ils quittent tôt en calculant les tracasseries du bac gambien. Donc, il n'y aura plus de départ la nuit. Nous, on est autonomes. Ces véhicules n'appartiennent pas à l'État. Transport, nous, on est autonomes. Donc, les 300 personnes qui travaillaient dans ces garages risquent de se retrouver au chômage. En plus, les voyageurs qui vont dans les coins les plus reculés de la Casamance vont eux aussi subir les conséquences. Tous ceux qui ont ces horaires, s'ils commettent l'erreur d'entrer dans cette nouvelle gare, c'est leur affaire, parce que moi je rentre. À leur arrivée, ils devront prendre les clients sur place et n'iront pas en brousse. Donc ce qui est valable à Dakar est valable pour la Casamance naturelle. Pour ce voyageur, la décision d'arrêter ces horaires n'est pas bénéfique pour les clients. C'est vrai que c'est des garages qui nous arrangeaient auparavant. Donc on venait, on payait les billets et puis nous transportait directement jusqu'à chez nous à Kafountine. Merci à vous, Zahra Aïdara et Malik Diop. Tout autre chose, allons cette fois-ci dans le temple de Thémis pour prendre des nouvelles du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Il était dans les locaux de la Cour de répression de l'enrichissement illicite avec pour objectif de justifier le caractère licite du patrimoine qu'il est censé détenir. Entre autres précisions données par le leader des centristes sénégalais, 1 des milliards de francs qui ont été versés dans son patrimoine appartiennent en réalité à son épouse. À propos d'une entreprise Abdoulaye Baldé est censé posséder, le maire de Ziguinchor dit ne pas savoir quelle est cette entreprise ni quels sont ses buts. Les autres minutes de l'audition d'Abdoulaye Baldé devant la Cour de l'enrichissement et de répression de l'enrichissement illicite sont dans ce sujet d'Abdoulaziz Sow et Baba Diaw. Un mémoire d'une trentaine de pages, une annexe de 1000 pages et un rapport d'expert immobilier. C'est ce que les avocats d'Abdoulaye Baldé ont déposé sur la table du procureur près de la CREI pour prouver la licéité de son patrimoine. Si ce n'est que le droit, si ce n'est que la justice, je suis très serein quant à l'issue de ce processus qui a été enclenché depuis le 11 juillet. Devant le siège de la CREI, un important dispositif sécuritaire a été mis en place. Tout de blanc vêtu, l'édile de Ziguinchor dit avoir fourni des preuves sur les accusations portées sur sa personne. C'était 5 milliards, mais en y incluant le patrimoine de ma femme, qui était de 1 milliard 131 millions, mais aussi une société qui est basée à Hambourg et qui m'était totalement étrangère, qui était de 1 milliard presque 200 millions. Donc moi, ce qui m'incombait, c'est de prouver ce qu'ils appelaient mon patrimoine immobilier, qu'ils avaient évalué, disent-ils, à 1 milliard 200 millions. Venu soutenir Baldé, Idrissa Seck appelle à un état de droit, une séparation des pouvoirs. Le magistrat ne doit obéir qu'à la loi. Si Macky Sall lui demande de faire quelque chose d'illégal, il doit avoir le courage et l'honnêteté de le regarder dans les yeux et de lui dire « je ne le fais pas ». Un patrimoine estimé à 1 milliard 200 millions de francs CFA. L'édile de Ziguinchor, qui dit avoir listé l'origine de ses ressources, estime qu'il ne peut pas être poursuivi pour enrichissement illicite. Parlons à présent en bref de l'université Cheikh Anta Diop avec l'inquiétude qui a plané à propos du risque d'invalidation de l'année en cours. Les précisions que vous avez pu suivre dans nos précédentes sessions d'information, elles venaient notamment du doyen de cette faculté des lettres et des droits qui affirmait que pour l'instant aucune décision tendant à invalider l'année n'a été prise. Le doyen de la faculté des sciences juridiques s'est également prononcé sur le mouvement d'humeur au sein de la faculté de droit. Il invitait les étudiants à reprendre
les chemins des amphis pour pouvoir recevoir enfin leurs bourses qui sont réclamées. Les bourses, précisément, c'est pour obtenir le paiement de ces bourses que 96 heures de grève ont été déclenchées dès ce lundi 11 août par des étudiants en faculté de droit. Ils réaffirment leur conviction. Il faut que les bourses leur soient payées. Il faut également qu'ils aient enfin des cartes d'étudiants à jour pour l'année en cours. Nous écoutons leur porte-parole. Réunis, parce que le ministre a fait une déclaration. Et Mme Sosidibé aussi nous a donné des débuts de solutions. Mais aujourd'hui, avec le désordre qui s'est passé, avec des gens instrumentalisés, nous ne pouvons en aucun cas lever le mot d'ordre. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ne font pas partie de notre faculté, qui étaient là-bas en train de nous provoquer, en train de nous pousser vers la violence. Jusqu'à présent, on n'a pas eu des solutions définitives. Parce que nous avions entamé le combat pour avoir des solutions définitives, c'est-à-dire la récupération de nos cartes, l'accès à la documentation, à l'informatique. Ce sont les motifs et aussi d'avoir nos bourses. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution définitive. Nous étions dans l'obligation de continuer le mouvement. Mamadou Ndiamor, il portait la désapprobation des étudiants de la faculté des sciences juridiques au micro de Ndedimet Ndao et Babacar Mar. Parlons à présent de cette vaste opération de sécurisation qui s'est déroulée durant tout le week-end à Dakar et dans sa périphérie. Au moins 600 bérets rouges, entendez forces de police, ont été déployés. 500 personnes ont été arrêtées pour divers délits. Des explications avec notre reporter Salif Kebessaro. La sécurité des personnes et des biens intéresse vraiment la police nationale. Ce week-end, sous ordre de la Direction générale de la police, le directeur général de la sécurité publique et le commissaire central de Dakar ont passé au peigne fin les coins et recoins de Dakar et sa banlieue. Les quelques 600 policiers mobilisés pour l'opération ont entre 0h et 5h du matin interpellé près de 500 personnes. D'abord à Guidjawai, où des sans-abri ont été interpellés. Ensuite, les Parcelles Assainies, où une dizaine de personnes ont été arrêtées pour défaut de pièces d'identification. Les interpellations, c'est aussi à Dieuppeul. Au point E, oui. À la Médina et surtout sur les grandes artères de la capitale du Sénégal où beaucoup de voitures ont été contrôlées. Cette opération qui a pour but de lutter contre la délinquance rampante, la police compte désormais l'organiser le plus souvent. L'opération qui est divisée en deux points. Il y a d'abord les checkpoints qui concernent la circulation routière et il y a le volet judiciaire. En tout cas, avec cette opération, la police a, le temps d'un week-end, montré encore une fois aux populations de Dakar et sa banlieue qu'elles peuvent compter sur son soutien pour leur sécurité. Pour des détails à propos des motivations autres de cette vaste opération de sécurisation, le commissaire Abdoulaye Diop s'est confié à notre équipe de reporters. Je dirais que cette opération a été commandée par le directeur général de la police nationale, supervisé par le directeur de la sécurité publique et coordonné par moi-même, commissaire central de Dakar. Un sentiment de satisfaction parce que notre mission consiste à rendre meilleure la condition de l'homme dans le milieu où il vit. Également, cette mission de grande envergure a pour but d'apporter une réponse de sécurité durable aux angoisses existentielles des Sénégalais face à la délinquance rampante. Quittons les bérets rouges des forces de police pour rentrer dans la Grande Muette, entendez l'armée sénégalaise et parler une fois de plus des échos suscités dans la presse mais également au sein de la hiérarchie militaire par la publication du livre du colonel Abdoulaziz Ndao pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise. Le colonel a été entendu par sa hiérarchie. Pape Chersila nous explique
concrètement ce que pourrait risquer le colonel Abdoulaziz Ndao. Il s'agit bien de justice, même s'il est militaire. Alors, premier acte à poser, ne pas brûler les étapes, respecter la procédure. Ensuite, le colonel est mis aux arrêts. C'est le terme consacré. Il est question d'ouvrages publiés. Possible ainsi de parler de flagrant délit. Ce n'est qu'une question d'heure. Il sera réclamé au colonel écrivain une déclaration sur l'honneur. Comprenez, une demande d'explication. Il s'ensuit un rapport disciplinaire annexé à ces explications, d'abord sur la table du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, le général Gueye Faye, qui peut dès lors lui infliger une punition allant d'une simple consignation à un arrêt de rigueur de 45 jours maximum. Le colonel Ndao devient dès cet instant un prisonnier dans une des salles d'arrêt de l'armée sénégalaise. Et voilà le rapport qui va atterrir sur le bureau du ministre des Forces armées, avec une demande de revoir le taux en hausse. Le ministre Augustin Tine a ainsi la possibilité de le retenir pour 60 jours maximum. Les choses sérieuses commencent avec un ordre d'envoi signé par le chef suprême des armées, le président Macky Sall. Le colonel Ndao est traduit du coup devant un conseil d'enquête composé que de militaires, au moins aussi gradés et aussi expérimentés que l'incriminé. À souligner, les membres de son conseil sont désignés par le chef de l'État lui-même. Il s'agit d'un président, d'un rapporteur du conseil et de 3 membres simples. Comme dans les tribunaux classiques, l'accusé peut bénéficier d'un défenseur qu'il peut choisir lui-même. Au sortir du procès, le conseil délibère en procédant à un vote secret. Ici, le verdict est un avis. La sanction finale revenant à Macky Sall. Merci à vous, Pape Chersila. Votre papier met un terme à ce 19-3/4. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, dans les régions, mais aussi à Dakar, au 4e, 2e et rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter cette session d'information. Remerciements particuliers à Diaretou Salseo. Remerciements à Mamadou Ndoye, il était de l'autre côté de la caméra. Remerciements également à Ndiaye Lisse. Vous suivrez juste après cette session d'information une page spéciale consacrée à la fièvre hémorragique Ebola. Evelyne Manjouba et notre équipe de reporters se sont rendus au ministère de la Santé, occasion pour eux de recueillir les réactions du professeur Awa Marie Kolsek par rapport aux informations propagées et à l'état réel du risque Ebola au Sénégal. Restez avec nous sur votre chaîne Sen TV.